Nous accueillons maintenant nous accueillons Geoffroy Fourgeau, directeur de la filière RH Group. Donc Geoffroy, bienvenue chez toi. Je rêve de faire la descente avec le son. Ah bah voilà, bah écoute. Et en plus on l'applaudit s'il vous plaît. Non mais j'étais très jaloux et on tout à l'heure. On peut encore plus fort, donnez tout parce que ça reste notre patron donc... Alors, j'ai quand même eu la chance de monter les marches du Festival de Cannes un jour grâce à Orange. C'est presque plus impressionnant de descendre celle-là à Bridge. Alors, franchement, on s'installe. On va s'installer là sous forme d'interview. Je te propose de... Oui, on est très intrapreneurial dans la filière RH, vous voyez. C'était pour rythmer un peu différemment l'après-midi. On s'installe. Geoffroy, nous allons parler futur RH et transfo RH. Ouais. Sous forme d'interview. Elle est un peu haute là. Un peu le menton dessus, mais ça va. Alors, j'ai quelques questions pour toi. Donc, tu es directeur de la filière RH Group. Tu es arrivé chez Orange il y a à peu près... il y a 8 ans. 8 ans, hein, c'est ça. 8 ans. Donc, tu as une expérience aussi de DRH dans le luxe. Dans le luxe, dans le digital. Oui, en fait, 2 tiers de ma vie professionnelle, je l'ai passé en dehors d'Orange. Je suis arrivé à Orange, j'avais 49 balais. Donc tu as déjà effectivement une très grande expérience de ces enjeux de transformation ailleurs que chez Orange. On ne m'entend pas ? Le sujet qu'on souhaite aborder ensemble, Geoffroy, c'est celui du futur du travail, la transformation RH, la transformation de la filière RH. Est-ce qu'on peut regarder d'un peu plus près ce qui se passe chez Orange ? Est-ce que tu peux nous en parler ? Et nous dire quelques mots à ce sujet. Bien sûr. Oui, c'est l'objet de cette petite intervention. Elle sera peut-être un peu plus courte que les autres, parce que nous avons tout à l'heure, et ça c'est le privilège d'inviter, nous avons tout à l'heure en Teams, je pense, un Jacek Kowalski qui fait partie d'Orange, qui est DRH de Pologne. Et donc, effectivement, pour ne pas décaler, je vais essayer d'aller un peu vite et de faire ça straight to the point. Alors, le futur du travail, comment on l'envisage chez Orange ? Alors, j'allais dire exactement de la même façon que, à mon avis, dans beaucoup d'entreprises. Et ce qu'on a entendu depuis ce matin, alors je ne sais pas si vous avez eu cette impression-là, mais il y a quand même des choses qui se recoupent, même si les interventions étaient très différentes. Il y a des choses qui se recoupent autour d'un futur du travail, alors d'abord qui reste beaucoup à construire, parce que la crise sanitaire qu'on a vécue, ça a quand même déréglé pas mal de choses. Effectivement, situation géopolitique, l'inflation, bref, tout ce que Benoît Serre disait ce matin, en disant ça perturbe quand même pas mal l'environnement et les choses. Donc effectivement, le futur du travail, il est à inventer. Beaucoup de choses qu'on a déjà mises en place avec la crise, avec le télétravail, etc. Donc, bon, et puis les réactions pour les rémunérations, sur l'inflation, etc. Tout ça est en train de se construire. On est à la manœuvre au RH. Et comme disait d'ailleurs, j'ai adoré ce matin Benoît Serre disant avec la crise sanitaire, les entreprises ont redécouvert qu'elles avaient des DRH. C'est un peu ça. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes sortis de la crise sanitaire un peu lessivé, mais moi oui, j'étais DRH opérationnel sur la région de Paris-Île-de-France. Et je trouve que là, on a servi à quelque chose encore plus que d'habitude. Mais on n'était pas dans le futur du travail, on était juste en train d'essayer de régler une situation sanitaire qui avait des impacts absolument colossaux. Et en plus, on était dans les inconnus totaux. Alors, oui, il y a dans le futur du travail, je crois, chez Orange comme ailleurs, des espèces de choses qui reviennent. Le digital, bien sûr, on y est depuis longtemps, mais on parle de ça tout le temps. L'hybride, le travail hybride. On parle beaucoup aussi de volatilité, c'est-à-dire que nous, peut-être, enfin ma génération, on était très carrière quand même. On arrivait, on faisait un peu de temps dans l'entreprise, même si on changeait de temps en temps, mais enfin quand même, globalement, il y avait une certaine peut-être permanence dans certaines façons de faire dans le travail. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus volatile, c'est beaucoup plus... On change, si ça ne plaît pas, on va ailleurs, on change, on teste de nouvelles choses, on ne s'enferme pas si on ne se retrouve pas. Toujours la question du bien-être par rapport à soi-même. C'est aussi des formes extrêmement particulières de relations au travail que vous, DRH, vous allez devoir affiner, mettre en œuvre, peaufiner. C'est toutes ces nouvelles formes de relations avec le CDI et le CDD de l'époque, mais avec les contrats de projet, avec l'alternance, avec la sous-traitance, avec le freelancing, avec tout ce qu'on veut. Et donc ça, de toute façon, il va bien falloir comprendre l'entreprise de façon étendue. Donc ça, c'est aussi le futur du travail. Donc avant, quand c'était facile de gérer des CDI, des CDD, il va falloir aller beaucoup plus loin que ça. Et puis aussi, peut-être un dialogue social qu'il va falloir que vous revoyiez. Alors je dis vous parce que
moi je serais peut-être plus à la manœuvre, mais je pense que, et regardez ce qui se passe dans le monde syndical, et en tout cas l'appétence que vous pouvez avoir, les jeunes, au niveau des organisations syndicales, je ne dis pas du dialogue social, mais en tout cas des organisations syndicales, il y a peut-être, et c'est dommage, une certaine désaffection, mais après tout, voilà, il faudra bien jouer avec ça. Et puis, sans doute un cadre, le cadre de l'entreprise qu'il faudra beaucoup plus adapter aux personnes que vous allez recruter et que vous allez embarquer dans vos aventures collectives d'entreprise. Il faudra effectivement l'adapter aux demandes, parce qu'on est dans un monde effectivement recrutement plutôt employé, alors qu'avant c'était un monde plutôt employeur. Tant mieux, je dirais, ça s'inverse, mais il va falloir quand même faire extrêmement attention à pouvoir construire des cadres de travail, des organisations de travail, un futur du travail qui soit quand même très en correspondance avec ce que les jeunes souhaitent. Alors qu'avant, il y a 30 ans, c'était tu fais ça, et en gros, c'est un peu caricatural, mais enfin, il y avait un peu de ça. Et du coup, ok, là le micro fonctionne. J'ai pas l'impression, je vais mettre un peu la voix, voilà. Tu parles de transfo RH, Geoffroy, mais en vérité, qu'est-ce qu'on met dans ce mot de transformation? Qu'est-ce qu'on y met dedans? C'est assez général, transfo, on entend plein de choses. C'est quoi ta vision par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on y met concrètement dedans? Alors moi, j'ai toujours été surpris toute ma vie. Moi, j'ai commencé mes premières armes de DRH dans des PME. Moi, le côté transformation, vous savez, avec des directions qui s'occupent de la transformation, de transformation avec le mot qu'on emploie tout le temps. Moi, j'ai toujours été surpris parce que pour moi, une entreprise, ça se transforme tout le temps. Pour moi, effectivement, comme disait Héraclite, on ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve. Et donc, du coup, ce côté du changement permanent, moi, j'ai toujours vécu avec ça. Donc, quand on me disait tout d'un coup on change ou tout d'un coup on se transforme, j'avoue que je ne voyais pas trop ce que ça recouvrait. Et effectivement, peut-être plus dans les grands groupes que j'ai découvert plus tard dans ma carrière, plus dans les grands groupes, effectivement, il y a des modèles de fonctionnement qui sont peut-être plus stables parce que les effectifs, les tailles font que c'est un peu plus stable et que du coup, il y a des choses qui peuvent ne pas changer pendant des temps un peu plus longs. Pourquoi? Parce que aussi c'est long de changer dans des gros univers, dans des grands espaces, c'est beaucoup plus long de changer la donne. Donc effectivement, transformation, pour moi, ça se transforme tout le temps. Parfois dans les grands groupes, c'est un peu plus long sur certaines fonctions. Et ça dépend aussi, je reviens encore sur ce que disait Benoît Serre, je suis totalement en phase avec ce qu'il disait ce matin, ça dépend aussi d'où on part. C'est-à-dire se transformer pour aller vers quoi? Alors transformer notre fonction RH, nous, je vous en touchais un mot ce matin, on est sur le sujet parce que c'est une fonction qui, malgré ce que je disais en termes de changement, n'a pas globalement de façon structurelle, n'a pas beaucoup évolué depuis la sortie de la crise sociale. Et donc aujourd'hui, bien évidemment, les enjeux ne sont pas les mêmes. C'est ce dont on parle depuis ce matin. Et donc effectivement, il faut que la fonction RH s'adapte. Donc il faut qu'on ait une fonction RH qui soit très souple, très réactive, très dans l'accompagnement des personnes, des managers, des salariés, des individus, mais des collectifs aussi, très dans l'accompagnement. Et donc ça, peut-être, c'est encore renforcé aujourd'hui par le fait que on doit être sur l'humain dans un monde de plus en plus digitalisé. Et donc, du coup, tout ça, il faut faire avec. Et chez Orange, c'est peut-être pareil que dans d'autres boîtes. Mais je pense que L'Oréal, par exemple, ils ne partent pas du même point de départ sur la transformation de leur fonction. Donc peut-être que eux, c'est du ongoing et que, voilà. Nous, ça doit être un petit peu plus radical, en particulier en France. On a une organisation qui est extrêmement complexe et qui mérite d'être simplifiée, rationalisée sur plein d'aspects. Alors, dans l'échange que tu as eu avec Benoît Serre tout à l'heure, j'ai noté ce que vous disiez, c'était la transfo. Enfin, souvent, on se transforme quand on est un peu au pied du mur. Et du coup, on décide de se transformer parce qu'on est au pied du mur, on n'a pas le choix. Donc, est-ce que c'est pas aussi la transfo d'intégrer quand même de l'anticipation dans son management RH et dans ce management de ses effectifs, de son entreprise, etc. Bien sûr, c'est ce qu'il faut chercher à faire. Alors, peut-être je vais reprendre celui-là. Mettre le son, c'est bon. C'est bon. Oui, bien sûr. Enfin, c'est quand même dingue de se rendre compte qu'à chaque fois, on est dans le mur et qu'il faut faire quelque chose. Et là, en général, on est assez bon. Alors, spécialement en France, parce que quand on se prend un mur, finalement, on sait toujours trouver des solutions pour s'en sortir, a priori. Mais c'est quand même fou que, et c'est ce que je disais tout à l'heure dans une conversation, c'est que il faut que nous, la fonction RH, si on n'est pas garant de certains sujets dans l'entreprise, personne ne le sera. Et si vous avez beaucoup de gens, le directeur commercial, le directeur financier, bref, toutes ces structures-là qui fonctionnent dans le business avec les nécessités souvent de court terme, nous, il faut qu'on soit dans le temps long. Il faut qu'on réfléchisse à ce qui va se passer. Et surtout, à partir de là, il faut qu'on se fasse entendre.
C'est ce qu'on dit depuis ce matin, se faire entendre. Alors moi je disais mettre le pied dans la porte. Mais bon, et Benoît disait non, il faut simplement l'ouvrir. Enfin, peu importe la méthode. Mais en tout cas, il faut que les RH soient là, non pas juste pour dire j'ai entendu, je vais appliquer, je vais mettre ça en œuvre, qu'ils soient là dès le début pour dire attendez, dans 5 ans, les compétences là-dessus, c'est foutu. Si, croyez-moi, voilà pourquoi, avec des chiffres, etc. Donc, je vous propose d'aller vers ça maintenant. Nous allons faire de l'upskilling et du reskilling sur ces métiers. Voilà ce qu'il faut faire, sinon on aura un problème demain. Alors comme évidemment, vous n'êtes pas sur les mêmes temps que la plupart des interlocuteurs qui sont autour de vous dans le CODIR, c'est compliqué. Mais si on ne le fait pas, c'est comme beaucoup d'autres fonctions, et je rejoins l'intervention de juste précédente, c'est beaucoup, dans notre fonction, être garant de choses dont finalement personne ne s'occupe. C'est pas que personne n'en a conscience, mais personne ne s'en occupe vraiment. Regardez tout ce qui est éthique, responsabilité, diversité, inclusion, comme on vient de parler, responsabilité sociétale et environnementale. Si nous, franchement, on s'en occupe pas, enfin que la RSE d'ailleurs soit dans les RH ou pas, souvent elle est à côté des RH, mais bref, peu importe. En tout cas, si nous, on n'est pas vraiment au fait de tout ça en disant il faut qu'on soit garant de ça. Attention l'éthique, attention les responsabilités, attention l'environnement, etc. Attention à ce que demandent les salariés, parce que là, il va falloir répondre parce que ça évolue comme ça. Si nous, on ne le fait pas, personne ne le fera. Et c'est ça l'intérêt aussi de notre fonction. C'est que globalement, on est sur des sujets qui ne sont pas trop court terme et qui permettent de projeter l'entreprise demain et d'assurer son développement demain. Il ne faut pas oublier qu'on n'est pas juste là pour faire joli, pour faire de la QVT, pour faire des jolis locaux comme Bridge, etc. On n'est pas là pour ça. On est là pour permettre à l'entreprise de fonctionner demain, de se développer comme elle se doit en fonction de la stratégie qui est la sienne. Alors, un rôle fondamental. Justement, Geoffroy, si on fait encore un peu plus un zoom sur Orange, pourquoi cette nécessité aujourd'hui de transformer la filière RH chez Orange, et quels sont du coup chez Orange les grands enjeux? On a besoin d'adapter la fonction. Vous savez qu'il y a 5000 personnes dans le monde qui font de près ou de loin des ressources humaines chez Orange, sur 140 000 salariés. C'est un bon pourcentage, à peu près les 2 tiers en France. Et on a besoin évidemment d'adapter la fonction. Ces process, qui sont des process lourds, vous savez, les process, c'est dans les grandes entreprises, certains d'entre vous connaissent sûrement. Parfois c'est lourd, parfois on se demande à quoi ça sert. Parfois quand on interroge sur c'est quoi le process, pourquoi on le fait, personne n'est capable de vous le dire. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de l'adapter, la fonction, aux besoins d'aujourd'hui et de demain. Et ça veut dire effectivement se digitaliser. Alors vous allez me dire, oui, on a plein d'outils. Alors les systèmes d'information RH, le Teams, les Microsoft 365, etc. Oui, mais il n'empêche que c'est des outils qu'on utilisera déjà aujourd'hui et qu'on utilisera encore plus demain, avec de l'intelligence artificielle aussi. Donc si le RH n'est pas vraiment au fait de tout ce qui est utilisation de data, exploitation de data, ça va être un peu compliqué. Donc il y a déjà lui donner ce côté un peu data-outil, donner aussi un peu plus de poids au front. Alors nous, chez Orange, surtout en France, on a une structure, ça nous vient de France Télécom, c'est culturel et historique, on a un central qui est extrêmement puissant, qui est extrêmement organisé et qui, je dirais, détient un peu le pouvoir, pour faire simple, le pouvoir de faire les choses. Or, il faut aujourd'hui décentraliser ce pouvoir sur le terrain. C'est-à-dire, vous d'ailleurs, vous faites beaucoup ces métiers-là, RRH, DRH, il faut décentraliser le pouvoir vers vous, autonomie, confiance, responsabilité, parce que c'est vous qui êtes en face des salariés, des managers, c'est vous qui au quotidien réglez les sujets de l'entreprise, les ressources qu'il faut à tel endroit, le problème d'une situation individuelle de discipline qui n'est pas réglée, le problème de la gestion de l'emploi demain, etc., etc. C'est vous qui gérez tout ça au quotidien face aux gens. Je ne dis pas que les autres métiers RH ne sont pas importants, ne me faites pas dire tous les métiers RH sont importants. Mais il faut, en tout cas chez Orange, et je pense dans certaines grandes entreprises, il faut redonner du pouvoir au terrain. Et donc ça, c'est ce qu'on essaye de faire, ce qui n'est pas facile dans une entreprise qui n'a pas finalement, qui ne s'est jamais organisée comme ça et qui n'a jamais considéré les ressources humaines comme ça. Et puis, peut-être aussi le côté architecture des talents. Vous savez, le RH, c'est l'architecte des talents. C'est celui qui, quelque part, fait en sorte qu'on ait les bonnes compétences au bon endroit, au bon moment. Vous allez me dire, oui, c'est pipeau, tout le monde dit ça. Ben oui, enfin, c'est quand même le nerf de la guerre. Si vous n'avez pas les bonnes compétences au bon endroit, au bon moment, c'est quelque part, il y a un problème au RH, là. Et ça, c'est
votre job, c'est un des essentiels de votre job. Alors quand on dit, il y a plein de choses derrière. Bonne compétence, c'est pas juste la bonne formation avec la personne c'est la personne qui a envie de faire ce job à ce moment-là. C'est la personne qui, effectivement, est dans un parcours où vous allez pouvoir peut-être lui faire autre chose parce que déjà demain, vous savez que vous aurez d'autres besoins. Bref, il y a beaucoup de choses à faire derrière, effectivement, le bonne compétence. Bon moment, oui, ça, c'est sûr, pas être en décalage trop, et puis au bon endroit, parce que vous allez avoir des business dans vos entreprises qui se déplacent. Nous, vous savez, chez Orange, on a des business. Aujourd'hui, on parle beaucoup de cyberdéfense. Je pense qu'il y a 15 ans, on n'en parlait pas. On était plutôt sur des problématiques de réseau. On pensait à la fibre, on pensait sans doute à la 3G, 4G, maintenant 5G. Aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup à la banque, vous le savez. On s'intéresse à la cyberdéfense. On s'intéresse à, bien évidemment, beaucoup de notions de data. Et ça, c'est pas comme il y a 15 ans. On n'installe pas un réseau cuivre. Là, on n'est plus en train d'installer un réseau fibre. D'ailleurs, la France va être fibrée. Donc, si vous voulez, on a d'autres préoccupations. Donc, dans vos entreprises, ça va être pareil. Vous allez avoir d'autres préoccupations. Et il faut, à ce moment-là, que sur les nouveaux business qui vont être les vôtres, vous ayez anticipé. Et vous soyez capable de dire, attention, là, si on développe ça, ça va demander d'aller chercher 500 personnes qui ont ces compétences-là. Or, on ne les trouve pas sur le marché, donc il va peut-être falloir monter une école pour former des gens, il va peut-être falloir transformer des compétences internes sur de nouvelles compétences dont on a besoin. Tout ce dont on parlait depuis ce matin, mais honnêtement, c'est clé. Et nous, chez Orange, voilà, on n'y coupe pas, c'est ce qu'on doit faire pour préparer demain, tout bêtement. Et Geoffroy, justement, pour revenir un peu sur ce que tu disais sur le RH front plus fort, comment on fait concrètement pour transférer peut-être plus de responsabilités, plus de pouvoir de décision. Comment on fait ça? Quelles sont tes suggestions, tes idées, tes préconisations? Alors déjà, on fait travailler les gens ensemble pour partager cette idée que le front RH est important. Parce que si effectivement, en centrale, on considère tous que le front RH, c'est un élément parmi d'autres, mais que ce n'est pas si important que ça c'est sûr qu'on va avoir du mal. Après, il faut donner des ressources au terrain. On ne peut pas se contenter de dire oui, le front, c'est très très important, mais je recrute 10 fois plus d'experts RH que je ne recrute de RRH. Il faut être logique aussi dans... Voilà. Donc il faut montrer aussi par les chiffres qu'effectivement, on donne du poids. Et puis surtout, on fait confiance aux gens. Moi, je fais confiance aux RRH qui sont dans la maison. S'ils pensent qu'un process ne tient pas la route, moi je dis souvent, faites sauter le process. Si vous n'êtes même pas capable d'expliquer pourquoi on a mis en place le process, c'est que le process n'est pas bon. Donc, alors vous allez me dire, c'est facile à dire, parce qu'après, il y a toute une machine dans les grandes entreprises qui fait que... Mais si on ne s'empare pas de ce sujet-là, chacun, individuellement, en étant RRH, des RH d'un périmètre, si on ne s'en empare pas, ça va être compliqué. Et on va finalement attendre que les choses bougent toutes seules. Et c'est vous qui faites les transformations dans les entreprises. Hein. C'est vous, à la fonction RH, sur le terrain. Ce n'est pas forcément en expertise RH qu'on change la donne. C'est sur le terrain. C'est pour ça que c'est important, le front. Et en plus, alors, petit conseil personnel, si vous pouvez passer par là, si vous êtes expert, essayez d'aller au front. Si vous n'êtes pas au front, vous n'avez pas forcément envie, je vous assure, essayez. C'est là le vrai métier RH qui est au contact des gens. Je n'ai pas dit que c'était simple, hein, mais en tout cas, c'est un métier qu'il faut viser. Peut-être parlons un peu soft skills, parce que pour transformer, pour accompagner des transformations, les métiers forts ou les pratiques classiques peut-être de la fonction RH ne suffisent plus. Vers quoi il faut développer ces compétences? Quels seraient, selon toi, les nouveaux soft skills qu'il faut absolument ne pas louper dans l'accompagnement du développement des compétences de la jeune génération RH? Mais c'est une question, en fait, c'est une question de posture. Je sais pas. Alors, il y a des compétences, bien sûr, qui doivent se décliner. Si notre ami d'intelligence artificielle, là, il pouvait nous faire un petit quelque chose là-dessus, ça serait super. J'ai noté ce qui sortait en Amérique du Sud, arrivé, donc 7 mois avant, pouvait arriver en Europe et on pouvait s'en inspirer. Ça, il faudra qu'on check ça. Moi, je pense qu'il y a déjà, en fait, c'est un état d'esprit avant des compétences. C'est est-ce que vous avez le goût des autres? Est-ce que vous faites ce métier parce que vous aimez bien vous occuper des autres? C'est bête ce que je dis, hein. Mais moi, j'ai choisi ce métier parce que j'ai toujours eu envie de m'occuper des autres. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais c'est pas aussi important que, je sais pas, un directeur financier qui a la maîtrise des sous, c'est pas aussi important que le directeur commercial qui vend, etc., etc. Ok, c'est une fonction support, les ressources humaines, mais honnêtement, on a un rôle quand même clé, totalement stratégique, opérationnel certes, parce qu'il faut bien faire tourner le quotidien, il faut recruter, il faut éventuellement sanctionner, il faut développer les compétences, enfin bref, il y a un quotidien, mais c'est aussi stratégique, comme on l'a vu avec cette notion d'anticipation. Mais c'est surtout un état d'esprit avant des postures, tu vois, c'est j'aime les gens,
Et donc, du coup, j'aime bien m'en occuper, j'aime bien recevoir quelqu'un dans mon bureau, lui ouvrir ma porte pour effectivement solutionner un problème. J'aime prendre un sujet d'expertise pointu sur une situation individuelle de santé très complexe. Je vais m'impliquer dedans pour essayer de résoudre ce cas-là, mais on parle bien d'un individu qui est derrière ou d'un collectif de travail. C'est ça qui est important. Et après, en termes de posture, peut-être juste finir là-dedans, j'ai 2 derniers mots, parce que je sais que le temps tourne. J'ai 2 derniers mots. Il y a un truc qu'on essaye de faire, chez Orange, on a fait, quand même je vous parle un peu plus encore d'Orange, chez Orange on a fait un truc génial en commercial. Chez Orange France, on a fait un programme qui s'appelait ACA, A-C-C-A. Et en fait, c'était pour nos personnes en boutique et nos personnes sur les plateaux clients. Alors j'espère que vous avez eu de bonnes expériences si vous avez franchi des portes de boutique Orange ou si vous avez appelé le 3900, mais on a essayé de les former à ACA. ACA, accueillir, comprendre, construire, accompagner, ACA. Et en fait, accueillir le client quand il rentre dans la boutique, comprendre son problème, construire avec lui une solution et l'accompagner après pour voir si ça a bien marché. Alors vous allez me dire, tout ça, c'est très théorique. Et ben, on essaye avec mon équipe de faire la même chose pour les clients internes, nous, en étant RH. Voilà la posture qu'on va essayer de faire travailler à tout le monde dans l'entreprise, même s'il y en a qui ont tout à fait déjà intégré ça. Mais cette notion d'accueillir un collaborateur ou un collectif ou un manager, de comprendre son problème, de construire une solution avec lui, le manager ou le salarié, et puis d'accompagner et de voir si ça s'est bien passé après. Voilà, à mon sens, les postures qu'il faut avoir quand on est RH, c'est déjà ça, qu'on fasse de l'expertise ou qu'on fasse du terrain. La posture du professionnel envers son client, de considérer ses collègues, en tout cas son écosystème, comme des clients et trouver des solutions adaptées aux besoins et aux besoins aussi de l'entreprise, le juste équilibre entre besoins d'entreprise et besoins du client salarié, quoi. Exactement. Et je voudrais conclure sur un truc, mais je vous livre le sujet et puis vous en ferez ce que vous voudrez. Nous, on va le travailler beaucoup avec l'équipe. Je t'invite à te lever peut-être comme ça pour le mot de la fin. Allez, pour le mot de la fin, ouais, non, ça... En fait, juste, vous savez, on parle beaucoup de sobriété, on parle beaucoup de green. Alors ok, c'est super important, on l'a vu, c'est super à la mode, mais j'espère que ça va au-delà des modes. C'est quelque chose on va vivre avec. La sobriété, avec le green, on va vivre avec. Et tant mieux d'ailleurs, parce qu'il faut penser aux générations futures et essayons de leur préparer une planète qui tient la route. Moi, je pense que la fonction RH, elle doit aujourd'hui aussi être green. On doit avoir une fonction RH sobre. Et particulièrement chez nous, chez Orange, et ça se constate, et c'est peut-être un petit défaut qu'il faut qu'on travaille, il faut absolument essayer dans vos entreprises de le faire. Par exemple, des choses qui ont déjà été faites par la direction de côté, le service d'à côté, parce que finalement, vous allez utiliser des choses qui ont déjà été faites, vous n'allez pas dépenser d'énergie, vous n'allez pas dépenser de moyens ou de ressources supplémentaires pour faire finalement des choses qui ont peut-être été faites à côté de votre bureau, mais que vous ne savez pas. Ça s'appelle le knowledge management. Mais il faut absolument qu'on ait une fonction RH qui... C'est pas une question de ressources, c'est pas dire « Ah bah oui, mais j'avais 100 personnes dans l'équipe RH, demain il faut que j'en ai 70 ». C'est pas ça, c'est pas forcément ça. Ça peut être ça. Mais c'est pas forcément ça. C'est surtout, apprenons à ne pas refaire from scratch en permanence des choses qu'on a déjà faites ou déjà imaginées. N'ayons pas peur de dire « Toi, tu as trouvé un truc génial l'année dernière avec ton projet RH machin, et ben je le reprends à mon compte, sur mon périmètre, c'est génial. Non, j'ai rien inventé, c'est toi qui as inventé le truc. » Mais on s'en fiche, parce que l'aventure collective, elle va bénéficier de ce que tu as fait, on va en faire profiter tout le monde, et on ne va pas réinvestir dans un cabinet de conseil, on ne va pas réinvestir dans du temps de collaborateurs à réimaginer des trucs qui ont déjà été imaginés. Et ça, honnêtement, si vous arrivez à projeter la fonction RH plus sobre, plus green, réfléchissez le sujet. Honnêtement, on n'a pas réfléchi plus que ça. C'est un sujet qui me travaille personnellement, et avec l'équipe, on a dit qu'on allait s'y coller. Il y a très peu de littérature là-dessus. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à ça pour avoir une fonction RH qui soit encore plus respectée demain, parce qu'elle n'est pas trop consommatrice de ressources, elle est là pour aider à la vision à long terme, elle est là pour aider à régler le quotidien, la crise sanitaire, etc., etc. Donc qu'on soit encore plus incontournable qu'on ne l'a été, parce qu'après tout, on fait un très beau métier, donc autant continuer. Merci. Merci beaucoup, Geoffroy.